Dès l'instant où on est seul, en carence sensorielle, le cerveau s'éteint, on n'a plus de motivation. J'ai été motivé pour la psychiatrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai perdu presque toute ma famille. J'ai été arrêté et emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Tout le reste de ma vie, il a fallu que je cherche absolument à comprendre ce phénomène de façon à pouvoir reprendre un peu de liberté intérieure. J'ai écrit une 60aine de livres grand public et professionnels, tous consacrés à la réparation de la blessure. Je me suis donc intéressé à la résilience, qui est une définition extrêmement simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Après un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait ? On peut se soumettre, et dans ce cas-là, c'est le syndrome psychotraumatique, où on peut se bagarrer pour se remettre à vivre, mais pas comme avant, puisqu'on a été traumatisé. J'ai spécialement écrit pour cette masterclass des méthodes, des applications pratiques. Comment dépasser un traumatisme, comment cesser de ruminer son passé en ne pensant qu'à la souffrance traumatique. La pire des violences, c'est la solitude. Et la neuroimagerie, maintenant, mesure comment un enfant régulièrement insulté provoque des anomalies du corps calleux, c'est-à-dire des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent l'harmonisation des informations. Si vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même et avec votre passé, vous serez en mesure de réorganiser votre vie et de reprendre une nouvelle existence. Bienvenue à tous dans cette conférence en ligne organisée dans le cadre de la nouvelle masterclass de Boris Cyrulnik que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur mon talk show. Boris, enchanté, bienvenue. Je suis vraiment enchanté d'être là. On va passer un moment très spécial ensemble. Je vous suis. Parfait. Alors, le thème du jour pour cette conférence, nous allons passer une heure ensemble, et bien évidemment la résilience, Boris, mais plus particulièrement, comment renaître de ces souffrances et traumatismes passés pour mieux vivre au quotidien. C'est bien ça, je ne me trompe pas jusqu'ici? Tout à fait, c'est mon souci essentiel et unique. Parfait. Alors avant que vous vous présentiez, je vais simplement rappeler quelques points, et puis je souhaite aussi également remercier tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vois que vous êtes vraiment nombreux, on a Sylvie, on a Sylvette, on a Catherine, on a Joël, Azilis, Dorothée, bref. Je vais pas tous vous citer parce que vous êtes vraiment nombreux. En tout cas, nous, avec Boris, on est ravis que vous soyez ici. Boris, avant de commencer, je fais juste un petit point technique. Vu ce qui s'est passé, donc dites-nous de la zone de chat si le son est OK, premier point. Deuxième point, si l'image est OK. Et puis ensuite, si vous avez des petits problèmes de connexion, ça peut arriver, l'outil n'est pas parfait, on l'a vu. Donc n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et puis sinon, Sébastien et Thibaut dans le chat sont là pour vous aider. Donc, avant de se lancer dans cette conférence organisée, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent dans le cadre de la nouvelle masterclass de Boris Cyrulnik, que vous pouvez retrouver sur Mentorshow, je vais vous expliquer très rapidement qui nous sommes. Donc, sur mentorshow.com, vous pouvez apprendre des meilleurs en regardant des masterclass exclusives dans différents domaines tels que le bien-être, évidemment, le développement personnel avec des mentors tels que Christophe André, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez, il me semble, Boris? Oui, très bien. Avec Christophe André, Fabrice Midal, Jonathan Lehmann, Idrissa Berkane. Alors, ce qu'on va voir, c'est on va se centrer sur la différence entre la peur et les blocages, la différence et comment faire pour déclencher un processus de résilience. C'est les facteurs de protection qu'on peut acquérir et les facteurs de vulnérabilité qu'on peut combattre. Donc, j'ai consulté beaucoup de... Boris, je suis désolé, je vous coupe. Est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra? Ah oui. Elle est coupée. Elle s'était coupée toute seule, c'est pas moi. Hein. Alors, je recommence. Hein. Le plan qu'on est convenu de faire, c'est de distinguer la peur et l'angoisse. C'est pas deux choses identiques. Puis ce cours a été fait uniquement pour Master Show. C'est donc un cours adapté avec un langage adapté, mais ça n'empêche pas d'avoir consulté beaucoup d'études scientifiques avec lesquelles je travaille régulièrement,
et puis essayer de faire des retombées pratiques, c'est-à-dire des exercices pour aider à comprendre comment, sur le plan pratique, on peut déclencher un processus de résilience, comment, sur le plan pratique, on peut arrêter de ruminer son passé, de se rendre prisonnier du passé. Donc pour moi, ce cours de Master Show, c'est une première. Je suis un débutant. De mon talk show, hein. Un mentor show. Je suis un débutant, mais je sais que parfois, en débutant, on a de belles expériences, donc je vous suis avec plaisir. Parfait, Boris. Merci beaucoup pour le programme de cette conférence. Alors, évidemment, comme Boris le disait, en moins d'une heure, on ne pourra pas partager aujourd'hui l'ensemble de votre œuvre et de vos travaux, Boris, mais on va donner le maximum. Et puis d'ailleurs, comme le disait Boris, pour tous ceux qui souhaiteront rejoindre la masterclass complète, ça fait 6h07 en total en vidéo, il y a 18 leçons en vidéo. Une petite surprise vous attend en toute fin de conférence. Donc Boris, c'est parti. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous présenter en 2 minutes, et puis après on rentre directement dans le vif du sujet. C'est à vous. Alors, je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis de la qualité d'avant-guerre puisque je suis né en 1937. J'ai fait des études de médecine, je suis de la dernière fournée de neuropsychiatres, les deux spécialités n'étaient pas séparées à cette époque-là, donc j'ai une certaine expérience dans différents lieux d'expression de la souffrance psychologique et psychiatrique. Je dirige un diplôme d'université à Toulon et je suis professeur associé en éthologie à l'université de Mons en Belgique. Voilà, vous savez tout de moi. Et il me semble que vous avez publié plus de 60 livres. Hein. Vous me faisiez la blague tout à l'heure, plus de 160 livres. C'est un petit peu le nombre de livres qu'il y a derrière vous, mais en réalité, c'est bien une soixantaine de livres. C'est ça. C'est ça, c'est une trentaine de livres grand public et une trentaine de livres professionnels que personne ne lit. Ce qui fait au total, n'ayons pas peur des mots, plus de 2 500 000 lecteurs, hein, quelque chose comme ça, c'est quand même assez... Plus que ça, avec les traductions. Avec les traductions, ça doit être à 5 ou 6 millions de lecteurs. Ah oui, d'accord. Il faut toute une vie. Même avec plusieurs de nos vies, on a du mal à faire ça. En tout cas, bravo. Enfin, on est vraiment tous enchantés de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Boris, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. Vous vouliez introduire cette conférence en nous parlant des peurs et des angoisses qu'on peut avoir. Je vous laisse justement commencer par introduire ce phénomène. Voilà, alors je voudrais commencer par ça, de distinguer la peur et l'angoisse. Dans la peur, on a un objet. J'ai peur des serpents, j'ai peur dans la foule parce que je pense qu'il y a un danger. J'ai peur donc d'un objet que je peux percevoir. Alors que dans l'angoisse, j'attends quelque chose, j'attends un danger, mais je ne le perçois pas. Donc je ne représente pas le danger, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est ce qui va venir, que je ne connais pas, c'est la foule où il y a peut-être quelqu'un qui me veut du mal, c'est surtout l'angoisse de la mort. Or, je pense que dans les deux cas, c'est un peu différent, parce que dans la peur, on peut s'adapter, on peut affronter, se bagarrer, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de gens agressifs en fait ont peur, il y a des agressions par crainte, on peut s'enfuir, on peut se cacher, alors que dans l'angoisse, les mécanismes de défense sont beaucoup plus difficiles parce qu'on ne sait pas comment faire pour s'adapter à quelque chose qu'on se représente mal. Alors voilà, je voulais commencer comme ça. Donc, mais quand on a eu un trauma, puisque c'est la définition de la résilience, hein, on ne peut pas parler de résilience s'il n'y a pas eu de trauma. La définition, je la dirai plusieurs fois, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple, plus logique et plus bébête. Ce qui est difficile, c'est de trouver les facteurs de protection qui permettent de moins souffrir et de reprendre un nouveau développement. Et ça, il faut se mettre en équipe pluridisciplinaire. Alors le problème sur le plan pratique, c'est comment déclencher un processus de résilience. Et je souligne le mot processus parce que c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour et probablement même toute notre vie. C'est pas seulement une définition, une clé magique. Alors là, le premier temps, quand on a un trauma, c'est de prendre une pause, de faire une pause. Prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui m'arrive? On comprend pas. Quand il y a un trauma, on est hébété. On comprend pas ce qui se passe.
donc on se défend mal, on est hébété. Dans le premier temps, pause. Je réfléchis pas, je prends un peu de recul, et là, je me mets à réfléchir. Donc, d'observer, j'ai besoin d'observer ce qui se passe. Donc, je m'auto-évalue. Qu'est-ce qui se passe en moi qui est bien? Quels sont les facteurs de protection en moi? Et aussi des aléas, hein, Maurice. Quels sont les facteurs de protection en moi et autour de moi? Donc, à ce moment-là, je peux mieux analyser la situation. Quels sont les facteurs de vulnérabilité qui sont en moi et autour de moi? Donc je souligne ça pour dire que c'est une transaction. C'est ni totalement en moi, ni totalement dans les autres. C'est constamment une transaction entre ce cas-là, on ne pense que au malheur. Et on ne fait que l'aggraver en y pensant. C'est ce qui définit le syndrome psychotraumatique, où on voit toujours la même image d'horreur, la même sensation de désespoir et de solitude. On aggrave la souffrance. Ou alors l'autre mauvaise réaction, c'est de chercher le bouc émissaire. Qui m'a rendu malheureux? À cause de qui je suis malheureux? Alors que dans ce que je vous propose, c'est la transaction. Qu'est-ce qu'il y a de bien en moi et autour de moi? Je vais chercher les facteurs de protection en moi et autour de moi. Et dans ce cas-là, je vais trouver des solutions immédiates, rapides. Par exemple, il n'y a pas de résilience possible dans la solitude. Si je suis seul, je ne peux que m'aggraver. Donc je vais chercher l'altérité. Quelle est autour de moi la personne qui va accepter de bavarder, je souligne le mot, de bavarder avec moi. Peut-être que je vais pouvoir dire des choses fondamentales, peut-être que je vais dire il fait beau, on va passer une bonne soirée. Pour un enfant, la base de sécurité, c'est la mère. Pour un adolescent, la base de sécurité, c'est parfois sa famille, le plus souvent, c'est hors de sa famille. Et pour un adulte, c'est aussi hors de sa famille. Ça peut être, si je suis croyant, ça peut être un prêtre. Si je suis marié ou en couple, ça peut être mon conjoint. Ça peut être un ami avec qui je vais bavarder. Et en cas de difficulté, en cas de grande difficulté, ça peut être un psychologue ou un psychiatre. Donc le deuxième point, c'est de réguler ses émotions. Donc une fois qu'on s'est auto-évalué, une fois qu'on a cherché l'autre, l'altérité, il faut réguler ses émotions. Et je vais commencer par quelque chose de très simple, que Christophe André vous a sûrement appris souvent, c'est la méditation. Et moi, je vais commencer par dire quelque chose de très simple. Quand on a un trauma, ne nous pressons pas, respirons. Le premier temps, c'est de respirer pour analyser, soit les autres. Alors, parce qu'on réagit toujours trop tôt. Et quand on réagit trop tôt, on se précipite, et très souvent, on aggrave le problème au lieu de le résoudre. Et puis, très souvent, on explique trop tôt. Il faut prendre son temps pour expliquer, il faut analyser, en moi, autour de moi, et on va chercher les facteurs de protection. L'ami, la réflexion, la parole, le lieu de parole, le téléphone, le rendez-vous. On va chercher ce qui fonctionne bien. Et puis, le troisième temps, qui est critiquable, si on veut déclencher un processus, c'est qu'on met toujours la barre trop haut et trop tôt. Et on veut toujours être perfectionniste. Et le perfectionnisme, c'est parfait pour déclencher l'angoisse et le burn-out, la dépression d'épuisement. On veut trop en faire. Or, dans les conditions humaines, le 100% n'existe pas. Ce n'est jamais 100%. Mais si on réfléchit et si on s'engage, ça sera jamais 100%, mais ça sera beaucoup %. Et surtout, ça sera beaucoup % sur la courbe montante, parce qu'un processus, c'est un petit progrès, puis encore un petit progrès, puis un petit progrès. C'est-à-dire que c'est une vision évolutive. Alors que si on cherche la solution trop tôt, c'est une position fixiste qui aggrave l'angoisse parce qu'on ne trouve jamais la solution puisque c'est un processus. Alors comment renaître de sa souffrance? Parce que pour parler de résilience, il faut qu'il y ait eu un trauma. Ce trauma peut être aigu, il peut être chronique aussi. On en prend mal conscience, on se rend mal compte. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Est-ce que vous pouvez donner des exemples de traumatisme? Alors, dans le traumatisme aigu, c'est
l'agression physique, c'est le viol, c'est la guerre, c'est la mauvaise nouvelle, l'annonce d'une ruine, il y a un avant et un après. Alors que dans le traumatisme chronique, c'est insidieux, on ne s'en rend pas compte, donc on se protège moins bien souvent. Ça peut être un conjoint qui nous agresse tout le temps, ça peut être un métier qui nous use, ça peut être une situation dont on prend mal conscience et on se demande pourquoi on dort mal. C'est un sommeil fatigant, on se réveille fatigué le matin. Donc on voit que il faut analyser et que le traumatisme, ou bien il est hyper conscient, la mauvaise nouvelle, l'agression, ou bien il est mal conscient, il est insidieux, ou bien parfois on est tellement hébété qu'on ne prend même pas conscience du traumatisme, et dans ce cas-là, il faudra travailler ça peut-être avec un psychologue. Mais sinon, le reste du temps, on peut se débrouiller sans psychologue, sauf si on a envie ou besoin d'aller travailler avec un psychologue. Le pire facteur de vulnérabilité, il n'y a pas de problème, c'est la solitude. Or, quand on est traumatisé ou quand on est dépressif, on se recroqueville sur soi et on reste avec sa souffrance. Et on aggrave tout. Donc, la solitude est un facteur d'agression neurologique chez un enfant. On voit l'altération cérébrale. Chez un adulte, ça se voit aussi, mais c'est beaucoup plus lent. Et chez une personne âgée, ça se voit par des troubles du comportement alimentaire où la personne âgée décroche, c'est-à-dire qu'elle se laisse glisser, parce que si elle est seule, la vie n'a plus d'intérêt pour elle. Alors, donc, une fois que on a eu cette attitude, je fais une pause, je respire, j'analyse. On peut évaluer les facteurs de protection, je le redis, qui sont en moi et autour de moi, parce que ces facteurs de protection sont des ressources. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime parler? Ça peut être le sport, je le redirai tout à l'heure, le sport est un excellent tranquillisant. Donc il y a en moi et autour de moi des facteurs de protection. Je vais chercher peut-être la littérature, peut-être la musique, peut-être les vacances, peut-être le travail aussi. Parce que beaucoup d'anxieux se réfugient dans le travail et parfois même ils travaillent tellement que ça provoque une dépression d'épuisement, un burn-out comme on dit aujourd'hui. Donc ça c'est à analyser. Il y a en moi des facteurs de vulnérabilité. Je dois les analyser, ouvrir les yeux, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai comme facteur de vulnérabilité? J'en fais trop, j'écoute pas assez, je parle trop, je parle pas assez, parce que la parole, la conversation, le bavardage, c'est une régulation émotionnelle. Apprendre à bavarder avec quelqu'un, c'est apprendre à établir une relation affective. La parole a une fonction bien plus affective que informative. Or, lorsqu'on apprend à bavarder, on dit quelque chose, on provoque un sourire. L'humour, quand on a la force d'avoir l'humour, et dans les traumas, c'est pas toujours le cas, hein, mais quand on a la force d'avoir l'humour est un excellent facteur de protection, parce qu'à ce moment-là, on peut dire ce qui nous est arrivé sans indisposer l'autre. Et l'autre nous sera reconnaissant. Et à ce moment-là, très souvent, il va nous tendre la main, qu'on va être attentif et qu'on va savoir saisir. Donc l'humour, quand on peut, mais quand on est mélancolique, on peut pas, ou quand on est trop traumatisé, bien sûr, on peut pas, on souffre trop. Mais dès que la vie revient en nous, l'humour est un précieux facteur de protection qui permet aussi d'établir un facteur de relation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce petit raisonnement, eh bien, à ce moment-là, on déclenche un processus de reconstruction de soi, petit à petit, jour après jour. L'exploration est liée à la parole. Si quelqu'un me sécurise, je vais avoir le plaisir d'explorer. Et quand on a particulièrement, ça peut être un livre, ça peut être un coup de téléphone, qu'on doit aller chercher. Quand on n'a pas de recul et qu'on juge trop vite, on est prisonnier de l'instant. On se précipite, on raisonne mal. Et alors les principaux facteurs de protection, je les ai schématisés sous forme de 3 facteurs de protection. L'affection, la réflexion, l'action. L'affection, la solitude aggrave tout. Donc je vais téléphoner, donner rendez-vous, faire un petit signe amical, un mail, maintenant on fait des petits zooms, des choses comme ça avec des gens, comme ça, en passant un petit signe, on n'insiste pas, on n'est pas envahissant, on n'est pas intrusif, mais j'ai allumé
un petit signe affectif. Je ne sais pas ce que ça va donner. L'autre va probablement me répondre, et là, on va pouvoir échanger, et là, on va pouvoir tricoter le début d'un processus de résilience. La réflexion, j'en ai parlé, il faut se distinguer la réflexion et la rumination. La rumination, c'est toujours pareil. Je suis seul, je revois toujours l'image d'horreur. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi je suis seul? Pourquoi on m'a laissé tomber? On aggrave tout. Alors que la réflexion, c'est possible si on prend le recul, si on lit, et si on parle avec quelqu'un qui est pour nous une base de sécurité, notre mère, un prêtre, un sportif, un chanteur, et en cas de besoin, si on a le besoin et le plaisir d'aller réfléchir en psychothérapie. Et puis l'action, et l'action est un excellent tranquillisant. Je vais le reprendre tout à l'heure. Or, l'affection, c'est l'attachement. L'attachement, ça peut être l'attachement à un lieu, ça peut être l'attachement à une personne. Quand on est enfant, statistiquement, c'est notre mère. C'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est notre mère. Ça peut être quelqu'un qui nous sécurise, auprès de qui on se sent bien. La réflexion, il faut distinguer la parole parlée et la parole écrite. La parole parlée, c'est une interaction. Donc là, je ne vois pas, mais je vais les voir tout à l'heure, les gens avec qui j'interagis. Or, il faut se synchroniser. Je parle, et puis à la fin de ma phrase, je change la musique de mes mots pour donner la parole à l'autre, et là, il va y avoir une véritable harmonie de la rencontre qui a un effet sécurisant, avant même d'avoir compris. Beaucoup de gens disent, le simple fait d'avoir pu parler, me sentir écouté, je me sens mieux. Ça peut être un conjoint, les soldats, c'est presque toujours leur femme ou leur mère, ça peut être un copain avec qui on parle bien. Donc, et la parole écrite, c'est différent. Dans la parole écrite, on fait une plongée intérieure, je rature, il faut que je cherche les mots, c'est l'élaboration. Si j'écris tout ce qui ne va pas, je rumine et je me sens de plus en plus mal. En revanche, si j'élabore, je fais un travail, je métamorphose ce qui m'est arrivé, j'en fais une poésie, j'en fais une chanson, j'en fais une réflexion, j'en fais un petit cahier en me disant je vais l'adresser, je vais l'imprimer et je vais l'adresser à quelqu'un avec qui je pourrais en parler. C'est une création et cette création est tout à fait importante parce que désormais je change non pas le trauma, la blessure on l'a eu, mais je change la représentation du trauma puisque j'ajoute la mémoire de ce que je dis ou de ce que j'ai écrit, je l'ajoute à la mémoire de ce qui m'est arrivé. Je ne change pas le fait, le coup je l'ai reçu, mais je change la représentation du fait, je ne suis plus prisonnier du passé. Et si je fais cette stratégie interactive, je souligne interactif, je crée autour de moi un réseau de soutien, par téléphone, par Skype, par lettre, par chacun, on se débrouille, chacun fait ce qu'il sait faire ou ce qu'il peut faire, et ce réseau de soutien a un très grand effet tranquillisant, mais bien supérieur souvent aux médicaments, et en tout cas, c'est à nous de le faire, on peut le faire. Alors, ces rencontres, on peut les faire par le téléphone, on peut le faire dans un club sportif ou un club de rencontres. Les gens âgés le font souvent dans l'université du 3e âge, cette formation continue, où là, forcément, on rencontre des gens. Le simple fait de marcher pour aller dans l'université du 3e âge, le simple fait d'avoir un projet, le simple fait de lire quelque chose pour mieux comprendre l'exposé, tant que ça y est, le processus de résilience est déclenché. Au début, c'est pas brillant, mais ça fait rien. On a marché, on a lu, on a réfléchi, on a rencontré, on a gagné quelque chose. Et si on répète ce petit gain, de semaine en semaine, on va se sentir mieux. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est de découvrir à quel point l'action est bien plus importante que ce qu'on croyait. Le simple fait de marcher, ou si vous voulez faire un jogging, quoique le jogging c'est fatigant, et puis parfois ça peut provoquer des troubles dans le genou, pour les personnes âgées, ça peut provoquer des troubles cardiaques, mais si on est jeune, on peut le faire. Mais le simple fait de marcher,
c'est déjà une sécrétion des endorphines qui sont des morphines naturelles que sécrète notre organisme. Si on fait une marche d'une demi-heure ou d'une heure, on sécrète, on se fait une injection de tranquillisant naturel, non toxique, et souvent, les gens, après le jogging, par exemple, les gens disent, je prends une douche, je change de vêtements, et je ne sais pas pourquoi je me sens mieux. Et bien maintenant, la neurobiologie dit, vous vous sentez mieux, parce que en marchant, votre organisme a sécrété des morphines naturelles, c'est pas la peine de prendre de médicaments, votre corps sait ce qu'il faut faire. Mais alors, là aussi, c'est une question d'habitude. Progressivement, je souligne, attention au perfectionnisme, attention aux start-up qui vont trop rapide. Doucement, chaque jour, un petit progrès. Je marche et on voit que l'hygiène que ça implique, le régime, le choix des vêtements, on doit choisir les vêtements de sport, de relations, parce que notre culture actuellement fait que quand on est en bonne santé, on s'habille n'importe comment, ça fait décontracté, c'est décontracté, ça permet de ne pas écraser l'autre, c'est bien, mais quand on est dépressif ou quand on a eu un traumatisme, on a besoin de se revaloriser. Et là, les vêtements sont importants. Donc là, je me soigne par l'hygiène, par le corps, par l'action, je me soigne et par ces petits plaisirs. Et cette hygiène du corps entraîne une hygiène de l'âme et je me demande pourquoi chaque jour je me sens d'abord un peu moins mal et puis ensuite un peu de mieux en mieux. Il faut attacher l'importance aussi au regard des autres. C'est que, je le redis volontairement, la solitude est une grave agression neurologique, psychologique, organique. Donc, petit à petit, on tisse le soutien, comme je l'ai dit. Alors, mais quand on est malheureux, ou quand on a été blessé, ou quand on a un développement difficile, on s'en rend pas compte. Mais par exemple, les enfants ou les adultes qui vivent dans une relation où quotidiennement on est insulté, on se rend pas vraiment compte, c'est pas agréable, on se rend pas vraiment compte. Eh bien, la neuroimagerie, aujourd'hui, photographie comment une insulte régulière finit par provoquer des altérations du cerveau. C'est pas conscient, c'est pas très conscient, c'est grave. C'est pas une insulte, c'est la régularité des insultes qui finit par abîmer le cerveau et surtout qui finit par abîmer l'estime de soi. On finit par croire, accepter, ben oui, moi je suis moche, moi je comprends rien, moi j'y arriverai pas. Et dans ce cas-là, l'estime de soi est tellement dégradée qu'on finit par y croire. Et on se fabrique, on se laisse fabriquer une représentation de soi qui nous diminue. Alors qu'après un trauma, on a au contraire besoin de se revaloriser en faisant les exercices que je vous ai proposés tout à l'heure. Mais quand on a été blessé, et quand on comprend pas ce qui nous est arrivé, parce qu'on souffre trop, parce que c'est le désarroi, parce que on est malheureux, on a une tendance à surestimer le regard de l'autre. Et là, il faut se méfier. Il faut estimer le regard de l'autre, mais ne pas le surestimer. Parce que moi aussi, blessé, j'ai mon mot à dire, j'ai une autre expérience. Lui, elle, il a une expérience de sa vie, de ses lectures. Moi, j'ai l'expérience de ce qui m'est arrivé. Donc, on a chacun un savoir à partager. Donc, j'ai de l'estime pour le regard de l'autre, mais il ne peut pas tout savoir sur moi. Moi aussi, je sais des choses sur moi, donc je retrouve l'idée que j'ai proposée tout à l'heure de la transaction. C'est-à-dire qu'on va échanger des mots, des lettres, des zooms, de ce qu'on sait faire. Et à ce moment-là, on voit que on reprend petit à petit la maîtrise de nos émotions. J'ai compris ça. Je crois avoir compris ça. Je vais lire un livre, je vais voir ce film, je vais téléphoner un tel, je vais rencontrer un tel, je vais travailler, élaborer, et je vais désormais, petit à petit, tricoter la compréhension et la relation avec les autres. Et je ne vais ni surestimer les autres, ni me sous-estimer. Parce que quand on surestime les autres, on se dévalorise. On a honte de soi et on s'enfonce dans la dépression. Donc merci les autres, je ne peux pas vivre sans eux, mais ils ont sur moi un regard qui ne leur dit pas tout de moi, parce que moi aussi j'ai sur moi un regard qu'on va travailler. Et alors là, on peut faire des exercices quotidiens pour l'explication, apprendre à s'exprimer,
apprendre à téléphoner, apprendre à donner un petit rendez-vous, apprendre à faire une petite musique, une petite lecture, aller chercher le bavardage avec quelqu'un qu'on estime. Ça va pas être quelque chose de grand, mais ça va être un bavardage. On va tricoter la résilience. Et alors, à ce moment-là, on voit que lentement, comme une musculation, c'est comme une musculation. La musculation, la première fois, on est fatigué, on ne se rend pas compte qu'on a fait des progrès. Mais petit à petit, on se demande pourquoi on se tient mieux. On se disait tout à l'heure, il faut travailler évidemment, mais il faut avoir un rythme, une pause, une respiration. Et alors on m'a demandé de dire que moi, dans ma vie, puisque c'est comme ça que j'ai été présenté, je suis un exemple de résilience, que j'entends souvent. Alors je vais mettre ça un petit peu en cause, mais ça reste entre nous, vous ne le répéterez pas. C'est que j'ai réussi à reprendre, à limiter la casse. J'ai réussi à faire une biographie souvent intéressante, pas toujours facile, mais ça valait l'effort. On dit très justement, ça valait la peine. Ça vaut la peine. La peine, je l'ai eue, mais ça valait, je regrette pas. Il fallait que j'ai cette peine, et effectivement, après une enfance fracassée, où j'entendais autour de moi les gens dire « Oh ben, tu n'as pas de famille, et avec ce qui t'est arrivé, tu es foutu, tu pourras pas t'en sortir », ou à la fin de médecine, de mes études, j'étais marié, mais j'avais pas d'argent, je touchais pas de bourse, j'étais d'une pauvreté incroyable, j'ai voulu faire ce qu'on appelait à l'époque un prêt d'honneur, et les gens dont c'était le métier de faire des prêts d'honneur m'ont tous dit « On ne peut pas vous prêter de l'argent parce que vous n'y arriverez pas ». Si j'avais surestimé les autres, j'étais perdu. Quand j'entends cette phrase prononcée pour des gens en détresse, pour les gosses de quartiers difficiles, oh ben regardez d'où il vient, il peut pas y arriver, ça me blesse personnellement, parce que c'est des choses que j'ai entendues quand j'étais enfant. Je dis pas que j'ai tout réglé, je dis que j'ai repris un processus de reconstruction, de résilience, et que ça valait la peine. Alors, enfant, qu'est-ce qui m'a aidé? Ben, c'est des rencontres avec des justes qui m'ont protégé. À l'adolescence, qu'est-ce qui m'a aidé? L'engagement dans la littérature, dans un parti politique que j'ai rapidement abandonné, mais je regrette pas l'engagement, parce que ça m'a fait lire, ça m'a fait sortir, ça m'a sorti de ma détresse. Qu'est-ce qui m'a aidé? La stabilité affective, avec mes copains, avec mon quartier, avec mes lectures, avec ma femme, faut pas lui dire non plus, parce que sinon elle va exagérer, elle va en profiter. Donc c'est l'engagement qui m'a sécurisé et qui m'a fortifié. Donc, le traumatisme, c'est une souffrance très fréquente. L'Organisme mondial de la santé estime que, à la fin d'une biographie, une personne sur deux aura connu un traumatisme grave, avec la proximité de la mort, le sentiment de mourir, la gravité. Or, la plupart de ces gens ont repris un développement parce que, spontanément, ou avec un soutien, ou avec une aide d'un professionnel, ils ont déclenché un processus de résilience. Alors, les exemples, je ne suis pas un très bon exemple parce que j'ai gardé les facteurs de vulnérabilité. Je travaille trop, je suis affectivement facile à blesser. Je pense que je finirai ma vie avec ça, j'ai pas tout réglé. J'ai quand même une sorte de vulnérabilité à la perte affective, au deuil, je le prends mal, mais voilà, je ferai ma vie avec ça quand même. Mais il y a des gens qui s'en sont remis après des traumatismes bien plus graves. Quand j'ai travaillé en Roumanie, ces enfants avaient un retard de langage faramineux, énorme. Ils avaient des troubles du développement organique. On les a entourés, les Roumains, les ont entourés, les ont stimulés, et pas tous et jamais 100%, mais beaucoup d'entre eux ont repris un bon développement. Donc voilà les 3 chapitres que je vous propose. C'est l'affection, l'attachement, la réflexion, la parole, les livres, la culture, l'action bébête, le sport de petit niveau. J'ai renoncé à être champion olympique et pourtant le sport me fait beaucoup de bien. Et là, philosophiquement, on a eu un changement face au malheur dans la vie, c'est que on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on déclenche un processus de résilience.
Voilà les 2-3 idées que je voulais vous proposer. Boris, un grand merci. Est-ce que vous pouvez juste rappeler pour ceux qui vous découvrent les traumatismes, parce que vous en parlez dans la masterclass, les traumatismes que vous avez rencontrés étant plus jeune, plus petit? Alors, je l'ai pas rappelé parce que je pensais que c'était dans la présentation de ce masterclass, mais oui, je suis né en 37, donc je suis de la qualité de l'avant-guerre. Mon père s'est engagé dans la Légion étrangère en 39. Mon père était d'origine ukrainienne. Il a été blessé, il a été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. Ma mère a été déportée à Auschwitz. Ma famille a disparu à Auschwitz. J'ai été moi-même arrêté à l'âge de 6 ans, emprisonné. J'avais bien compris que j'ai été condamné à mort, parce que les adultes, les Allemands, la Gestapo le disaient, hein. Et j'ai réussi à m'évader, mais j'ai été aidé, j'ai rencontré plein de facteurs de protection, les justes, et puis surtout, j'étais bavard comme une pie, donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis, je faisais le pitre, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et je continue, et à l'âge de 85 ans, je continue à faire le pitre, et ça, c'est un précieux facteur de résilience. Un grand merci, Boris, pour cet échange, pour ce partage. Boris, moi, maintenant, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que c'était exceptionnel ce témoignage. C'était passionnant, les spectateurs sont ravis. Il y a eu beaucoup de messages dans le chat, on vous fera un petit récap à la fin. Mais c'est vrai que je vois que l'heure tourne et on veut garder un moment pour répondre à toutes vos questions en fin de conférence. Avant de passer à la présentation de la masterclass, parce que c'est vrai qu'on allait beaucoup plus loin, et puis avant de répondre également aux questions des participants, j'aimerais poser une première question à tous ceux qui nous écoutent. Dites-nous de la zone chat, qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence? Et puis pendant ce temps, on va vous parler de la suite. Parce que forcément, Boris, on peut pas condenser en moins d'une heure de conférence 60 années de recherche, plus de 60 ouvrages, plusieurs centaines de conférences données à travers le monde, hein, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça? Si, plusieurs milliers. Plusieurs milliers. Mais j'ai tout de même une bonne nouvelle, et puis un petit secret, vous m'en voudrez pas de le révéler, un petit secret à révéler pour tous ceux qui nous écoutent. Pour la première fois, ils peuvent rejoindre une masterclass ultra complète donnée par vous-même, une masterclass de plus de 6 heures de contenu en vidéo, qui est le fruit de 60 années de recherche sur la résilience et plus globalement sur comment mieux vivre au quotidien. Alors Boris, j'ai un petit peu dévoilé votre secret, j'espère que vous m'en voulez pas. Non, ça va encore, on peut... Justement, Boris, je pense que la personne la mieux placée pour présenter la masterclass que toutes les personnes peuvent retrouver sur Mentor Show, c'est vous. Donc, je vous laisse en dire plus sur cette masterclass, justement. Alors, juste avant, Boris, je tiens tout de même à vous partager quelques témoignages qu'on a actuellement sur le chat. On a Stéphanie qui dit magnifique, merci. Isabelle, merci Monsieur Cyrulnik, très bonne continuation. Pascal, très intéressant, merci pour ses conseils, etc., etc. Maintenant, la parole est à vous pour en dire plus sur la masterclass complète. Alors, je dois reprendre donc ce que j'ai dit pour faire la masterclass, c'est ça? Non, vous pouvez tout simplement parler de ce que vous avez souhaité partager dans cette masterclass. C'est vrai qu'on est allé beaucoup plus loin. Vous avez créé des exercices spécifiquement pour cette masterclass. Vous avez créé certains process spécifiquement pour cette masterclass, des choses que vous ne faisiez pas forcément dans vos livres ou ailleurs. Si vous pouvez présenter à ceux qui nous écoutent la masterclass. Alors, ce que je propose, c'est de s'entraîner à réfléchir en termes de développement de soi. On a avant, dans les premiers mois, les premières années de la vie, c'est là qu'on acquiert le tempérament. Ce tempérament, il dépend des gens qui sont autour de nous. Alors bien sûr, il y a un déterminant génétique, hein. On est des êtres humains quand des hommes et des femmes
ont des relations sexuelles, ça donne la naissance à un bébé humain, et c'est rare que ça donne la naissance à un hippopotame. Donc il y a un déterminant génétique. Mais c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Parce qu'on sait que, je reprends le raisonnement que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire que on sait que moi, enfant, en cours de développement, adulte, même âgé, mon état dépend beaucoup des gens qui sont autour de moi. C'est-à-dire, mais je peux agir sur ces gens qui agissent sur moi. Donc, quand j'étais enfant, avant la parole, aucun enfant ne parle le jour de sa naissance. L'enfant, le seul qui a parlé le jour de sa naissance, c'est Rabelais, c'est Pantagruel, qui, à peine né, s'est écrié « à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Pantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sente rien. Et il sent l'objet sensoriel majeur qui est sa mère. Et si sa mère est bien, le bébé a tout ce qu'il faut pour se développer autour de lui. Mais si sa mère n'est pas bien, le bébé tâtonne, il cherche, il ne sait pas. Par exemple, on a fait des expérimentations. Le bébé a, dans l'heure qui suit sa naissance, le bébé cherche le mamelon. Il n'a pas besoin d'école pour ça. Il cherche le mamelon et il regarde les yeux de sa mère. Si sa mère est disponible parce qu'elle est sécurisée elle-même, parce qu'elle est bien entourée, parce que son histoire est pas trop difficile, elle y arrive. Donc, à ce moment-là, la mère éprouve le plaisir de jouer et de rencontrer son bébé. Et le résultat, c'est que le bébé se met à téter. Mais, si on demande à la mère de regarder la télévision en même temps que le bébé tète, on voit que très rapidement, le bébé décroche et qu'il se tète de moins en moins. Si bien que, si ça se répète régulièrement, le bébé finit par avoir des troubles alimentaires parce que la mère l'a désinvesti. Elle l'a désinvesti parce qu'elle est malheureuse, parce qu'elle est dépressive, parce qu'il y a des bébés qui naissent parfois de femmes violées. Donc le bébé n'est pas investi. Là, on peut agir sur le milieu qui agit sur le bébé, on peut sécuriser la mère, et dès que la mère est sécurisée, elle devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Et ce raisonnement, je vais le reprendre pour les grands enfants. Si les parents travaillent sur eux pour offrir à l'enfant un foyer sécurisant, dynamique, l'enfant se débrouille pour se développer. Même raisonnement pour l'adolescence et même raisonnement pour les adultes en couple. Si j'ai un trauma, une angoisse ou une peur, si je peux compter sur mon mari, mon conjoint, ma femme, elle va comprendre, on va chercher ensemble, on comprendra ou on comprendra pas. Mais on va chercher. Boris, je suis désolé, je vous coupe parce qu'on a beaucoup de questions en lien avec Compète, parce que là on a passé moins d'une heure ensemble, il y a plus de 6 heures de contenu en vidéo, il y a plus il y a 18 leçons également. Je vais expliquer rapidement ce que les gens vont pouvoir retrouver, et puis comme ça après on va pouvoir passer à la phase de questions-réponses, si c'est ok pour vous. Il n'y a pas de souci? Alors, Boris, vous me dites si je me trompe, hein. Vous me dites vraiment si je me trompe, hein. Donc, dans cette masterclass, c'est un condensé, tout simplement, de 60 ans de travaux, de ce qu'on peut appeler, allez, n'ayons pas peur des mots, de votre œuvre, que tous les participants peuvent uniquement retrouver exclusivement sur Mentor Show. C'est un format ludique, Boris. Pourquoi? Parce que, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, chaque vidéo est composée, donc chaque leçon est composée d'une introduction, évidemment, d'un ou plusieurs concepts clés du développement personnel expliqué, et puis également accompagné d'exercices ou de méthodes directement applicables. En gros, tout a été fait pour que vous puissiez progresser à chaque leçon. Il y a des concepts clés du développement personnel qui sont également expliqués avec des histoires, avec des anecdotes. Vous avez vraiment compilé 60 ans de travaux, ça commence à faire. Enfin, honnêtement, c'est une valeur inestimable. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus. Il y a des méthodes, il y a des exercices, plus de 30 exercices pour avancer dans la vie et faire un vrai pas vers son bonheur personnel, mais aussi des exercices pour se libérer, des exercices pour en finir, pas complètement, mais du moins le maximum avec nos peurs, comment les maîtriser, en finir avec les pensées négatives, arrêter aussi parfois de ressasser le passé et commencer par bâtir un vrai futur.
Comment passer aussi au-dessus de ces souffrances, au-dessus de ces traumatismes. En clair, dans la masterclass, on traite, Boris, hein, vous me dites si je me trompe, évidemment, les questions les plus importantes. Comment améliorer sa confiance en soi? Comment se défaire des pensées négatives? Comment améliorer ses relations de couple avec ses enfants? Comment se remettre après un traumatisme? Comment devenir un meilleur communicant? Comment favoriser le bon développement d'un enfant? Comment accompagner un adolescent vers l'âge adulte? En bref, et puis Boris, vous me direz si je me trompe ou non, un fil rouge tout au long de la masterclass, c'est-à-dire comment améliorer sa confiance en soi et sa manière de communiquer, ce qui peut littéralement, n'ayons pas peur des mots, je pense, transformer une vie, tout simplement. Boris, est-ce que je me suis trompé? Non, non, c'est bien ce qu'on a fait, mais j'aimerais, si je pense que maintenant, ça serait bien qu'on fasse des exercices pratiques en répondant aux questions. Vous croyez pas? Exactement, exactement. Ce que je vous propose, c'est qu'on partage à ceux qui nous écoutent comment rejoindre la masterclass. Et puis ensuite, nous répondrons aux différentes questions parce qu'on a beaucoup de messages en privé sur comment rejoindre la masterclass. Alors, je vais simplement mettre la petite présentation rapidement. Il y a 18 leçons, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. La première leçon où Boris nous explique le concept de résilience. La deuxième sur comment comprendre ses propres situations traumatiques. La troisième sur comment retrouver sa confiance en soi. La quatrième sur comment reprendre goût à la vie avec le concept d'attachement. La cinquième sur comment arrêter de ressasser son passé. La sixième sur comment construire des relations saines. La septième, comment augmenter son niveau de bien-être. La huitième, surmonter ses souffrances. La neuvième, écrire pour se soigner. La dixième, se reconstruire avec l'art. La onzième, consolider sa relation amoureuse. La leçon numéro 12, construire une famille sans se mettre de côté. La leçon numéro 13, comment favoriser le développement d'un jeune bébé. La leçon numéro 14, comment accompagner son passage à l'âge adulte et puis enfant. La leçon conclusion, avec également 3 leçons bonus sur la théorie de la résilience, sur plus l'histoire de Boris Cyrulnik, et puis ensuite sur comment donner du sens à sa vie. Rapidement, Boris, j'explique donc comment rejoindre la masterclass. Avec Boris, on a décidé de vous remercier tout simplement de nous suivre. On a décidé de vous remercier de nous suivre aujourd'hui. C'est pourquoi on vous propose une offre spéciale, ce qu'on peut appeler également une vente privée, ce que vous ne retrouverez pas forcément sur notre site public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est ravis de vous offrir, donc seulement jusqu'à ce soir minuit, une réduction de 50% sur le prix grand public de la masterclass affiché sur mentorshow.com. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre la masterclass de Boris Cyrulnik pour seulement 147 € ou 3 paiements de 49 € au lieu de 297 €. Pour nous rejoindre, je vois qu'il y a des personnes qui nous demandent, c'est très simple, il y a une petite pop-up qui va s'afficher soit sur votre droite ou soit en bas, ici. Ça dépend encore une fois si vous êtes sur ordinateur ou sur mobile, ou alors vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et puis mettre dans l'URL mtor.sh/Boris. Une fois que vous aurez cliqué, vous allez arriver sur une page pour créer votre compte sur Mentorshow avec un email et puis une page de votre choix, ou alors si vous avez déjà un compte Mentorshow, il suffit de cliquer sur se connecter et puis tout de suite après vous allez arriver sur une page de commande 100% sécurisée où vous n'aurez plus qu'à finaliser votre commande avec vos informations. Pour ceux qui nous le demandent, vous avez un accès aux leçons, aux vidéos de Boris tout de suite après votre commande. C'est en illimité, c'est-à-dire que vous avez un accès à vie et puis vous pouvez suivre cette masterclass à votre rythme, n'importe où, n'importe quel moment du jour ou de la nuit, parce qu'il me semble que Boris, vous dormez pas beaucoup, directement depuis votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur. Donc, un dernier petit point, il y a une garantie satisfait remboursée de 14 jours. Et puis Boris, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réponde aux questions des participants parce que il y en a vraiment beaucoup. Maintenant que la présentation de la masterclass est faite, Boris, à vous de jouer. Moi, j'ai une première question qui a été énormément posée par bon nombre de participants à la conférence. Boris, voici la question. Comment surmonter un traumatisme ou une carence affective transmise, par exemple, par nos parents et ne pas laisser cela affecter ma relation avec mes enfants. Je parle au sens... Alors, c'est une question fréquente parce que la carence affective est fréquente et parce que c'est une souffrance beaucoup plus grande que ce qu'on croyait.
Quand on a commencé à travailler sur la carence affective, les gens disaient, mais c'est pas grave, il a qu'à se faire aimer ailleurs. Eh ben non, c'est grave. Ça a été travaillé pour la première fois en 1946 par René Spitz et Anna Freud, la fille de papa. Et les enfants anglais étaient orphelins, les bébés étaient orphelins ou abandonnés par cause des bombardements de Londres. Ça, c'est la carence affective par privation de parents. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y avait en France 250 000 orphelins. Or, ces orphelins, quand ils ont été entourés, soutenus, quand ils ont réussi, comme je le disais tout à l'heure, à organiser un réseau de soutien, la plupart de ces enfants ont repris un bon développement. Mais j'ai pas dit 100%, mais j'ai dit la plupart. Et il y a une autre forme de carence affective qui est plus insidieuse, c'est qu'on a ses parents et que les parents ou bien n'aiment pas l'enfant, ou bien ne savent pas exprimer leur affection, et dans ce cas, on a une carence affective subjective. Les enfants se sentent mal aimés, les parents aiment l'enfant mais ne savent pas l'exprimer, et ça fait des graves troubles du développement de l'enfant, et ça rend pas les parents heureux. Donc c'est très fréquent. C'est dû généralement à des catastrophes politiques, à des désorganisations familiales, des effondrements, des traumas mal expliqués. Et dans ce cas, comme je le disais tout à l'heure, dès que on arrive à réorganiser un réseau de soutien, plus ou moins efficace, plus ou moins parfait, jamais parfait, mais plus ou moins bien, l'enfant recommence à tricoter. Et dans ce cas-là, ça peut être un jardinier, ça peut être, je pense à quelqu'un qui est devenu un grand nom de la littérature et qui avait été en carence affective. Il y a Hervé Bazin, qui était en carence affective à cause de sa mère, qu'il appelait Folcoche. Et il n'y a pas longtemps encore, j'ai rencontré des adultes qui me disaient même ma mère c'était Folcoche. Or Hervé Bazin, dans cette souffrance de carence affective, s'est défendu. Il a fait un réseau avec beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis, et il a fait une défense par la créativité. Et c'est devenu un homme qui n'a pas tout résolu, comme personne ne résout tout, personne, mais qui a repris un bon développement. Donc effectivement, la carence affective est une souffrance beaucoup plus grave et beaucoup plus délabrante que ce qu'on croyait, mais le mot-clé, c'est ce que je disais tout à l'heure, réseau de soutien, parole, jogging, sport, de façon à pouvoir autour de soi réorganiser un réseau qui va nous permettre de tricoter et d'être de mieux en mieux chaque semaine. Je me permets de rebondir sur Christine, puisque c'est plutôt intéressant. Elle nous dit « Ce que je retiendrai de cette conférence, c'est l'importance d'un réseau de soutien autour de soi. » Exactement. Justement, Boris, quand on se sent un petit peu seul, parce que parfois on peut être pris dans un cercle vicieux, comment faire le premier pas pour aller à la rencontre justement de ces personnes qui peuvent aussi nous aider? Oui, c'est ça. Plus on attend, plus c'est difficile. Alors que quand on a un trauma, dans un premier temps, on serre les dents, on dit rien. Bon, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Très tôt, le plus tôt qu'on peut, il faut aller dans un lieu de parole. Ce lieu de parole, théoriquement, ça devrait être notre famille, mais souvent, les familles fonctionnent pas bien, et c'est pas, la famille n'est plus un lieu de soutien. Donc, il faut aller dans un autre lieu de soutien. Les adolescents, très souvent, ont des bandes de copains. Mon maître John Bowlby avait fait des évaluations. Si on peut citer 4 à 5 amis, on peut démarrer un processus. On cite un tel, une telle, un tel. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais lui envoyer un petit signe, un coup de téléphone, un cadeau, une carte postale, je sais pas, je vais chercher, et elle va dire, tiens, pourquoi tu m'envoies une carte postale? Ben écoute, je rentre de vacances, ou j'ai peur, ou j'ai un petit problème actuellement, veux-tu qu'on bavarde? Enfin, et dans ce cas-là, plus on attend, plus le premier pas est difficile. Alors que, au moment de la grande souffrance, le premier pas est encore facile, enfin moins difficile, parce que on a encore des mécanismes de défense en soi, alors que si on attend,
on s'isole, et là, on aggrave tout. L'isolement aggrave tout. Et c'est vrai que malheureusement, comme je le proposais tout à l'heure, quand on est dépressif, ou quand on a eu un trauma, ou quand on a eu un malheur dans son existence, la réaction, c'est de s'isoler. On peut le faire dans un premier temps, parce qu'on souffre trop. Plus on ne se désisole, plus on sort de sa solitude, plus tôt, plus le processus est facile à déclencher. Un grand merci Boris. Alors je reprends les questions qui m'ont été envoyées par Sébastien. On a également une question en tout cas merci, hein, c'est très, très intéressant. Justement, ça serait intéressant également de faire des groupes de travail, des groupes pour ceux qui nous rejoignent. On pourra vous mettre en relation et je pense que ça peut être un premier pas aussi pour créer ces groupes. Il y a Patricia, quand on n'a reçu aucun outil dans l'enfance pour rebondir, ni reçu de la sécurité, peut-on quand même, une fois adulte, trouver une méthode ou est-ce perdu? Alors voilà, ça c'est la question qui fait que effectivement, dans ces cas-là, la résilience est difficile parce que il faut au moins qu'on ait reçu des empreintes de base de sécurité. Il y a personnellement, vous m'avez invité à parler de moi tout à l'heure, je pense que ma mère m'avait donné ces empreintes de base, donc j'ai pu déclencher un processus de résilience, pas facile, mais possible. Alors que, effectivement, quand on n'a pas reçu ces empreintes-là, c'est-à-dire dans les premiers mois de la vie, quand un bébé n'est pas sécurisé, on voit par exemple quand les bébés ont été abandonnés, c'est ce qui se passe. Les orphelins, des 250 000 orphelins après-guerre, avaient reçu des bases de sécurité. Dès qu'on leur a proposé un réseau de soutien, la plupart ont repris un bon développement. Or, aujourd'hui, il y a l'aide sociale à l'enfance, il y a 300 000 enfants qui n'ont pas reçu ces empreintes. D'accord. Dans ce cas, la résilience est difficile, mais elle est possible, et on voit que dès que cet enfant a une seule base de sécurité, j'ai été dans les favelas du Brésil, pour la base de sécurité, c'était bien sûr pour les garçons, c'était un footballeur. Hein, j'ai accompagné un footballeur et un danseur dans les favelas, les garçons s'accrochaient. Dès que ils connaissaient pas ce footballeur, ils connaissaient pas ce danseur. Dès qu'ils ont pu s'accrocher, je reviens la semaine prochaine, je te revois dans 3 jours. Tu me diras fais ça. Hop, ils ont tissé un lien d'attachement et en quelques années, 50% des enfants des favelas avaient déclenché un bon processus de résilience. Mais le point de départ, le premier lien d'attachement, ça a été un danseur ou un footballeur. Donc il faut chercher autour de soi le club, le lieu de parole, le club. Si on est âgé, ça peut être un club du 3e âge. Si on est adolescent, ça peut être un copain ou un prof ou un prêtre si on est croyant ou un psychologue si on a envie de réfléchir à soi de manière un peu plus technique. Mais c'est plus difficile, mais c'est possible. C'est le premier nœud du lien, c'est celui qui est le plus difficile à déclencher, à tricoter, mais une fois qu'il est tricoté, c'est de moins en moins difficile. Merci Boris. Alors, je voulais juste faire un petit point. Je vois qu'il y a des questions sur pourquoi cette masterclass est payante. Je voulais juste y répondre rapidement en 20 secondes, Boris, avant que vous puissiez continuer. Tout simplement, elle est payante parce que on a investi pour vous donner le meilleur contenu possible sur la résilience. Il y a un tournage de 2 jours avec plus de 30 personnes, beaucoup de caméras. Il y a un travail également de construction du cours qui a été réalisé par Boris pour allier tout simplement des théories en psychologie, des applications pratiques et puis des protocoles à mettre en place au quotidien. Voilà, donc nous on espère simplement que cette masterclass vous plaira. En tout cas, voici pourquoi, comme un livre, la masterclass est payante, simplement. Voilà, je faisais juste un petit aparté à Boris. Alors, on a également une question de Véronique. Comment faire face aux humiliations, rejets et abandons? Je me sens tellement seul. Alors ça dépend qui humilie, qui rejette. Il y a des gens qui m'agressent
et c'est des gens pour qui j'ai pas d'estime, donc je me sens pas humilié, je me sens même pas agressé. En revanche, si je suis agressé par quelqu'un dont j'attends l'affection, là je vais souffrir. Ou si je suis humilié par quelqu'un dont j'attends l'estime, là je vais souffrir. Donc, même raisonnement que tout à l'heure, si celui, celle dont on attend l'affection nous humilie ou nous rabaisse, eh bien il faut trouver un autre lieu, une autre base de sécurité. Ça peut être, pour un adolescent, ça peut être le scoutisme que notre culture a dévalorisé, mais qui est en train de se remettre en place, parce que beaucoup d'adolescents trouvent dans le scoutisme ce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux. Ils trouvent un processus de socialisation progressif. Ça peut être un engagement. Moi, quand j'étais gamin, j'ai trouvé un engagement politique que j'ai pas gardé longtemps. Mais cet engagement a suffi pour moi pour tricoter les premiers nœuds du lien de l'attachement. Et ensuite, je suis devenu plus autonome. Donc, si on est humilié par quelqu'un dont on recherche la reconnaissance, eh bien, il vaut mieux chercher quelqu'un d'autre pour être reconnu. Ça peut être un psychologue, ça peut être un sportif, ça peut être un musicien. Il faut trouver autour de soi celui, celle qui pourra nous offrir cette première base de sécurité. J'en profite pour rebondir sur une question très intéressante, enfin, des questions toutes très intéressantes de Uli. Hein, tu me dis si je me trompe, si j'écorche un petit peu ton prénom, Uli. C'est vrai que le traumatisme il peut remonter à longtemps, par exemple l'enfance. Comment alors remonter le temps quand on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur le vrai traumatisme, hein, on met peut-être le doigt sur des traumatismes. Eh ben, cette question, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Il faut pas remonter le temps. D'accord. Il faut pas être prisonnier du passé. Il faut préparer l'avenir. C'est-à-dire que, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve jamais la cause. C'est toujours une convergence de causes. C'est jamais la cause. Si on, par exemple, il y a des gens qui m'insultent, admettons qu'ils m'insultent, si j'ai pas d'estime pour eux, je serai pas blessé, donc je serai pas traumatisé. Alors je crois qu'il faut pas remonter le temps, parce que remonter le temps, c'est ruminer. Il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé, analyser ce qui est en nous et ce qui est hors de nous, pour mettre en place un autre développement, une autre direction. Et là, on commence à tricoter la résilience. Alors que si on veut remonter le temps, on rumine et on se rend prisonnier du passé et on est de plus en plus mal. Bon, apparemment, je n'ai pas. Merci pour votre réponse, Boris. Apparemment, je n'ai pas écorché le prénom Uli. Bon, voilà, ravi. Alors, on a également une autre question de Monique. Et quand on n'arrive pas, alors juste c'est pour rebondir hein, sur ce que vous avez dit. Et quand on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un de nocif, que peut-on faire? Alors ça arrive, en effet, on peut très bien s'attacher à quelqu'un qui nous torture. Hein. Beaucoup d'enfants maltraités sont attachés à leurs parents. Et qu'est-ce qu'il faut, c'est leur proposer un autre attachement. Ça peut être une éducatrice, ça peut être un moniteur de sport, ça peut être un psychologue, et l'enfant reste attaché à son parent. Et on voit très souvent ces enfants attachés à quelqu'un qui les humilie et qui prennent un développement résilient s'attachant à quelqu'un d'autre. On voit qu'à ce moment-là, les enfants deviennent autonomes, deviennent des jeunes gens autonomes et découvrent et comprennent mieux pourquoi le père, la mère, le conjoint les a humiliés. Mais c'est pas en demandant à l'adulte de les rassurer, c'est en demandant à quelqu'un d'autre de les soutenir, de façon à pouvoir tisser avec un autre le lien d'attachement, et à ce moment-là, on sera moins sensible à l'humiliation ou à la relation nocive, puisqu'on aura pris un peu d'autonomie intérieure. Donc il faut chercher quelqu'un d'autre, une autre base de sécurité. Merci Boris. Alors on continue avec des questions. Il y en a énormément, donc je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On essaie de faire le maximum. Je sais qu'à la base c'était 1 heure. Boris, ça vous dérange pas qu'on continue encore un petit peu? Oui, bien sûr. Non, avec plaisir. Alors on a une question également de Catherine. Alors ça, on revient un petit peu en arrière, même si je sais Boris que normalement il ne faut pas revenir en arrière. Il ne faut pas revenir dans le passé. Mais comment faire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure,
une question de Catherine. Comment faire si nous n'arrivons pas à tisser des liens? Ah bah, si on tisse pas de lien, on est très mal. C'est ce qui définit la dépression, la solitude. Donc le processus, c'est justement, il faut chercher autour de soi quelqu'un, un lieu de parole, une rencontre, un jogging. Il faut chercher quelqu'un autour de soi qui permettra de tisser les premiers nœuds du lien. Si on tisse pas de lien, ben on va souffrir. Catherine, est-ce que ça répond à ta question? N'hésitez pas à nous dire dans la zone de chat si vous voulez plus d'approfondissement quand on répond aux différentes questions. Nous, on est vraiment là pour faire en sorte que vous puissiez repartir avec un maximum de conseils qui vous impactent directement. C'est l'essence même de Boris, je pense, et au-delà de Boris, de Mentorship. Donc, d'autres questions. Une question de Isabelle. Croyez-vous en l'hypnose pour guérir des maux MAUX? Alors clairement oui, je crois en l'hypnose, je crois en tout ce qui peut permettre de prendre un peu de recul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et effectivement, l'hypnose permet d'avoir un moment de pause, de respiration, de prendre un moment de recul et de démarrer un processus. Alors l'hypnose, oui, mais pas que l'hypnose. L'hypnose en tant que point de démarrage pour un processus de respiration. Alors, une autre question. Alors, Rachida, comment rétablir la confiance en soi après un traumatisme? Bon, c'est vrai qu'on en a longuement parlé. Peut-être faire un récap très rapide si vous aviez 3 actions. Tenez, on se dit 3 actions à partir de demain à mettre en place dans notre quotidien, ou une action dans notre quotidien pour commencer à essayer de rétablir cette confiance en soi. Eh bien, ça a été le plan de mon exposé. Affection, réflexion, action. Affection, qui va pouvoir me sécuriser, avec qui je vais pouvoir parler. Réflexion, qui va m'aider à réfléchir à ce qui m'est arrivé. Réfléchir et non pas ruminer. Action, quelle action je vais pouvoir faire pour me sentir un peu mieux au début. Jogging, promenade, voyage, bricolage, et peu importe, une action. Et à ce moment-là, je vais prendre ces nouvelles habitudes avec ces 3 mots, affection, réflexion, action, et de semaine en semaine, le lien va se tisser. Alors, n'hésitez pas à me dire dans la zone de chat si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu ces points. En attendant, Boris, on va répondre encore à quelques questions. Avant ça, je veux juste rappeler que la masterclass avec plus de 6 heures de contenu de Boris est en ligne, elle est directement disponible, et que nous offrons chez Mentor Show une réduction de 50% spécialement jusqu'à ce soir. Alors forcément, on ne peut pas l'offrir à tout le monde, bien évidemment. On enchaîne sur une autre question. Disa, que pensez-vous, Boris, de la terrible période que nous traversions au niveau des relations sociales? Au niveau des relations sociales. Alors oui, ça c'est une question importante. C'est qu'on vit dans une culture qui dilue les liens. Et c'est pour ça qu'on voit par exemple que après le confinement, enfin on va bientôt, j'espère, sortir du confinement, mais on a quand même eu 18 mois, c'est-à-dire pour les jeunes, c'est 2 années scolaires abîmées. Et on voit que le nombre de dépressions chez les jeunes est énorme, énorme. Normalement, dans une population en paix, on dit qu'il y a 12% de jeunes qui dépriment, ce qui est déjà énorme. Hein. Or là, on est presque à 40%. C'est effrayant. Or, qu'est-ce qui a provoqué cette augmentation des dépressions? C'est la solitude imposée par le virus. La solitude. L'écran a permis de limiter la classe. L'écran, c'est une communication stupéfiante. Mais c'est pas une relation. C'est pas une affection. Quand je suis face à mon écran, c'est une communication stupéfiante. La preuve, ce masterclass, c'est une communication stupéfiante. Les techniciens, à mon avis, sont des magiciens. Mais cette communication stupéfiante n'est pas une relation. La relation, c'est de bavarder, de sortir, de marcher, tout ce qu'on travaille depuis quelque temps. Et ça, on peut le décider. Le premier pas est maladroit, le deuxième pas sera moins maladroit, et ensuite on se demandera pourquoi on l'a pas fait avant. Donc je pense que, actuellement, notre culture favorise l'isolement.
On voit l'isolement des bébés, l'isolement des femmes. Il y a de plus en plus de femmes seules avec un enfant. Elles font que travailler, être pauvres. C'est une très grave agression. On voit qu'avant, il y avait des familles structurées. Le couple était contraint à la solidarité. Bon, aujourd'hui, on voit que si on s'entend bien, on reste ensemble. Si on s'entend pas bien, on se sépare. C'est un progrès des individus, mais c'est pas un facteur de résilience. C'est un progrès des individus. On continue à épanouir sa personnalité, mais à un prix humain, une angoisse qui est souvent importante. Donc notre culture est une culture de l'individualisme qui permet des performances parfois impressionnantes, mais à un prix humain souvent très élevé. J'ai été invité au Japon ou en Chine pour travailler la résilience et on m'a expliqué que l'intensité des Japonais était telle que actuellement au Japon, il y a de plus en plus de décrochage. Des garçons qui s'isolent complètement. Aux États-Unis, c'est la même chose. À l'inverse, on voit que les cultures qui ont gardé les bêtises nécessaires de la vie quotidienne, le patronage, en Provence, le soir, on sortait la chaise. C'était l'expression. Les gens travaillaient, puis le soir, ils sortent la chaise, ils se mettent à l'ombre et ils partagent le pastis et des mots. Et c'est suffisant. C'est suffisant si pour avoir un apaisement, une rencontre amicale, on dit des bêtises, on blague, c'est suffisant. Et si c'est grave, à ce moment-là, on peut demander l'appui d'un professionnel. Mais avant que ce soit grave, on peut très bien s'améliorer en sortant la chaise, avec une petite bêtise du quotidien. Malheureusement, notre culture, et surtout le virus, a détruit tous ces mécanismes de socialisation. Merci Boris. C'est super intéressant. Dites-nous d'ailleurs dans la zone de chat, c'est vrai que on aimerait savoir avec Boris ce que vous pensez jusqu'à maintenant de la conférence. Et puis pendant ce temps, Boris, ça me permet de vous poser une question de Johan. Comment faire quand, malgré un travail thérapeutique de plusieurs années et différentes actions mises en place pour établir une hygiène de vie, on continue à ressasser le passé qui est toujours aussi vif de notre esprit? Et alors ça, c'est un frein à la résilience, hein, c'est que peut-être que quelque chose se passe pas avec le psychothérapeute. D'accord. Peut-être on est trop prisonnier du passé, qu'on n'a pas trouvé le déclic qui déclenche le processus. Malheureusement, ça arrive, mais cette question qu'on m'a posée quand j'étais praticien, parce que c'est vrai, elle se pose, hein, je pense à une dame, je vais la citer en exemple. Elle était très anxieuse, et puis elle se demande, alors elle consultait parce qu'elle est pneumologue, parce qu'elle étouffait, parce qu'elle avait la gorge qui serrait. C'était des somatisations anxieuses. Et puis un jour, Tavernier vient à Sanary pour faire un film, et elle demande, il cherche des acteurs de complément, des figurants, et elle postule pour un poste de figurant. Et elle vient me voir quelque temps après, elle me dit, je comprends pas, ma gorge s'est dénouée, je me sens mieux. On réfléchit un peu, et on découvre sans difficulté que depuis des années, c'est la première fois que dans ce milieu de figurants autour d'un film de Tavernier, c'est la première fois qu'on avait blagué, qu'on lui avait parlé. Elle était totalement prisonnière d'un vrai problème, d'une vraie souffrance, d'un vrai trauma dans son passé, et c'est Tavernier, ou plutôt c'est les figurants qui l'ont soigné. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chercher le lieu, sortir, chercher le lieu. Alors bien sûr, Tavernier, c'est pas son métier, mais la rencontre dont je parlais tout à l'heure, elle a été faite là parce que cette patiente-là avait osé sortir, s'inscrire dans un club de figurants, et tout d'un coup, elle a pris conscience de quelque chose qu'elle a travaillé ensuite en psychothérapie, et là, la psychothérapie. Et comment en fait se pardonner, c'est-à-dire comment se débarrasser du ressentiment envers soi et les autres qui nous ont fait du mal? C'est deux questions qui sont liées. Oui, alors ça aussi, c'est une question fondamentale, c'est que notre culture est une culture de la culpabilité. La culture chrétienne, mais les musulmans sont doués aussi pour la culpabilité. Hein. Et dans ce cas, c'est embêtant parce que on se punit soi-même. Alors, les pervers qui commettent des fautes, des crimes, ne se culpabilisent
Jamais. Et ceux qui se culpabilisent sont ceux, justement, qui font attention à ne pas commettre de fautes. Et tout à l'heure, je disais, méfions-nous du perfectionnisme, parce que c'est ça qui mène, très souvent, à la culpabilité. Et la culpabilité, c'est un poison de l'âme. Qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait, que j'aurais pas dû faire? Si elle est malheureuse, c'est à cause de moi. Et là, on se torture soi-même. Et cette culpabilité qui est encouragée par notre culture, alors sans culpabilité, c'est la perversion. Donc un zeste de culpabilité, ça nous permet de faire attention à l'autre. Mais trop de culpabilité, on se dépersonnalise et on se punit tout le temps. Et là, on peut, en se renforçant, avec les mots que je vous ai proposés tout à l'heure, on fait un travail et on voit que des gens, après quelques mois, disent « Mais qu'est-ce que j'ai été bête de me torturer par la culpabilité ?» Mais je dis pas qu'il faut avoir aucune culpabilité. Il faut avoir un zeste de culpabilité parce qu'on ne peut pas tout se permettre. Mais il ne faut pas se détruire avec la culpabilité. Et ça, en s'occupant de soi, par les mots que je proposais tout à l'heure, en réfléchissant, en sortant, en faisant du sport, en parlant, par ces mots-là, petit à petit, on finit par maîtriser suffisamment la culpabilité. Bon, Boris, un grand merci. Il y a quand même beaucoup de questions sur la masterclass. J'aimerais bien que vous puissiez en parler avec vos mots, avec votre cœur. Pourquoi vous avez souhaité faire la masterclass avec nous, avec Mentor Show? Je vous suis. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer aux gens pourquoi vous avez souhaité créer une masterclass complète avec Mentor Show? On a eu beaucoup de questions par rapport à ça, et puis plutôt que moi j'en parle, je préférais que ça soit vous, parce que c'est votre bébé, c'est votre masterclass, et c'est votre œuvre que vous avez compilée aujourd'hui pour la première fois dans cette masterclass. Alors, je suis un archéopsychiatre, hein, c'est-à-dire que j'ai été diplômé avant 68. J'ai passé l'internat avant 68. Et à cette époque-là, quand quelqu'un souffrait, personne ne l'aidait. Quand quelqu'un souffrait, on l'abandonnait, ce qui, comme je l'ai répété plusieurs fois ce soir, aggravait sa souffrance. La solitude est la pire des agressions. Et on s'est rendu compte qu'il fallait agir sur la culture pour déculpabiliser les gens en disant « Attention, la souffrance fait partie de la condition humaine ». Or, il fallait agir sur la culture. Il fallait, j'aime pas ce mot, mais c'est le mot qu'on emploie, c'est vulgariser. Il fallait raconter, il fallait expliquer que l'angoisse fait partie de la condition humaine, mais que on a des moyens de la surmonter. Il fallait expliquer que la dépression est un accident fréquent, mais que on a un moyen de la surmonter. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont fait l'effort, qu'on analyse depuis tout à l'heure, ont fait l'effort de se remettre à vivre, alors qu'avant, ils étaient abandonnés, ils étaient tout seuls. Donc, comme j'ai terminé mon exposé tout à l'heure en disant, il faut agir sur la culture qui agit sur nous. Donc, en agissant sur la culture, si on dit aux gens, c'est pas forcément facile, mais c'est ce qui est difficile, c'est de déclencher le processus, et après, c'est de plus en plus facile. Et même, ça devient intéressant de se comprendre, ou de comprendre les autres. D'ailleurs, beaucoup de psychologues ou de psychiatres sont des gens qui ont eu personnellement des problèmes à surmonter et qui les ont plutôt bien surmontés. Donc ça veut dire qu'on doit agir sur la culture, non pas pour banaliser la souffrance, mais pour dire qu'il est possible de s'en sortir. Voilà les méthodes. À chacun doit trouver la sienne. Certains, c'est la littérature, c'est l'écriture, d'autres, c'est le sport, d'autres, chacun trouve la sienne, mais c'est possible. Merci Boris. Alors, il y a toujours des questions. Pendant que je reprends une question formulée par un participant, profitez-en, on est encore un petit peu ensemble, profitez-en pour nous poser vos questions de la zone de chat. On a également une question de Stéphane, Boris. Comment, comme médecin, j'ai parfois du mal à trouver les outils de résilience qui pourraient aider les patients. J'ai l'impression que certains ne disposent pas toujours de ressources suffisantes. Comment les aider? Merci. C'est exactement ça. Il faut chercher les ressources. D'accord. Il y a des gens, alors, quand on est médecin ou psychologue, ou même un être humain, j'ai commencé mon exposé comme ça. Chercher ce qui fonctionne encore bien en soi
et autour de soi. Et alors quand on est médecin, on apprend à faire des observations, on apprend à poser des questions, les psychologues aussi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des ressources, par exemple, après le Covid, ceux qui, avant le Covid, avaient acquis des facteurs de protection, un diplôme, un bon métier, une famille stable, eh bien, ceux-là, ils vont traverser la période de confinement et ne seront pas du tout traumatisés. Et chez eux, la résilience, ça sera du gâteau, ça sera du facile. Ils vont la déclencher eux-mêmes, ils n'auront pas besoin même de professionnels. À l'inverse, on voit que le même fait, chez ceux qui, avant le virus, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire la solitude, de mauvais résultats à l'école, parce qu'actuellement c'est l'école qui fait les nouvelles classes sociales. Mauvais résultats à l'école, donc petit métier, mal payé, instable, mal valorisé, eh bien ceux-là ont un petit logement, et ceux-là souffrent beaucoup. Beaucoup d'étudiants dans des petites pièces ont beaucoup souffert du confinement. Et là, il faudra un processus de résilience, il faudra les aider, ceux-là, alors que les autres n'auront pas besoin d'être aidés. Et dans ce cas, les deux mots-clés, ça sera réseau de soutien, qui autour de vous pourra vous aider à sortir, à parler, et sens, quel sens allez-vous donner à votre souffrance? Mais c'est vrai que il y a des gens chez qui la résilience est très facile à déclencher, ça dépend de leur développement, de leur histoire, et c'est vrai qu'il y a des gens chez qui la résilience est difficile à déclencher, mais comme je prenais tout à l'heure l'exemple de ma figurante pour le film de Tavernier, et même chez les gens âgés, ça reste toujours possible, même chez les gens très, très âgés. J'ai un petit sujet, une question que je n'ai pas vue qui est revenue. Hop. Comment... alors attendez, je la reprends juste. Depuis la naissance, alors c'est un petit peu long, depuis la naissance de ma fille il y a 8 ans, je suis persuadé que j'ai vécu un traumatisme, je pense pendant mon enfance ou mon adolescence, mais je ne sais pas lequel. Je n'ai plus aucun désir sexuel et je dois me forcer de temps en temps pour mon partenaire que j'aime. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça pour peut-être l'aider à comprendre? Alors ça aussi c'est fréquent, hein. D'accord. Très souvent, tout à l'heure on disait, quand le traumatisme est flagrant, c'est facile à comprendre, hein. C'est la guerre, c'est l'agression physique, c'est l'incendie, c'est l'inondation, c'est facile à comprendre. Il y a un avant et un après. Mais souvent, le traumatisme est insidieux, on le voit pas venir. Et quand on le voit pas venir, là, c'est embêtant parce que on met mal en place les mécanismes de défense. On se défend mal. Et dans ce cas-là, on comprend pas très bien ce qui nous arrive. Et là, effectivement, on se défend moins bien. On acquiert des facteurs de vulnérabilité. Mais si on met en place ce qu'on a travaillé pendant 1 heure et demie, je crois, à ce moment-là, on déclenche. Il faut chercher à déclencher le processus. Et moi, pendant mes 40 ans de pratique, j'ai été étonné de voir à quel point ça reste possible, même chez les personnes âgées, à condition de, je retrouve tout à l'heure, ne pas rester seul, à condition de réfléchir et à condition d'organiser autour de soi un réseau de soutien et de parole. Écoutez, Boris, je voulais vous remercier. Je veux également que les participants nous disent dans la zone de chat ce qu'ils ont pensé de cette conférence. On va clôturer dans un instant. Je vous laisse le dernier mot sur cette conférence et puis ensuite sur la masterclass. Un mot peut-être qui vient du cœur avant de clôturer pour conclure cette conférence. Alors moi, je suis content. J'aurais bien aimé voir les gens qui posent des questions, mais techniquement, c'est pas possible, hein. Compliqué. C'est compliqué, effectivement. Limité. Mais ça fait rien. Les questions ont été intéressantes. Alors c'est des questions classiques, hein. Et mais la fonction humaine, elle est faite comme ça. On a on a tous des épreuves à surmonter. Il n'y a pas une seule biographie sans épreuve. Et ce qui compte, donc, c'est de se défendre. Ça, on sait le faire, on sait de mieux en mieux le faire. D'où l'intérêt du Mentor Show, c'est-à-dire expliquer, bavarder, expliquer comment on peut mettre en place des processus de reprise d'un nouveau développement. Voilà, c'est la définition que je redis de la résilience. Boris,
Un grand merci. Et puis, je voulais tout de même, avant de clôturer, vous partager quelques messages de remerciements des participants. Christine, nous aussi, on aurait aimé vous montrer notre frimousse. Geneviève, merci pour votre inscription. Marine, merci. Boris Cyrulnik pour ce cadeau qui nous outille vers. Oh, j'arrive pas à lire, ça défile trop vite. Et également, Catherine, surtout lisez les livres de Boris. Maud, merci Boris pour cette conférence, etc. Boris, je vais pas tous les citer. En tout cas, nous, avec toute l'équipe de Mentor Show et puis tous les participants, on n'a qu'un mot, et c'est le seul mot que j'utiliserai aujourd'hui pour conclure cette conférence. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Boris, je vous laisse juste désactiver votre micro et votre son. Je vais tout simplement lancer la bande-annonce. On va voir si ça veut ou non, on espère. En tout cas, je vous laisse couper la caméra et le micro. Et comme ça, il n'y aura pas d'interférence. En tout cas, encore une fois, un grand merci à tout le monde. Les épreuves sont inévitables au cours d'une existence et 50% des gens souffrent d'un traumatisme. J'ai été motivé pour la psychiatrie au cours de la Seconde Guerre mondiale. J'ai perdu presque toute ma famille. J'ai été arrêté et emprisonné à l'âge de 6 ans et demi. Tout le reste de ma vie, il a fallu que je cherche absolument à comprendre ce phénomène de façon à pouvoir reprendre un peu de liberté intérieure. J'ai écrit une 60aine de livres grand public et professionnels, tous consacrés à la réparation de la blessure. Je me suis donc intéressé à la résilience, qui est une définition extrêmement simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Après un traumatisme, qu'est-ce qu'on fait? On peut se soumettre, et dans ce cas-là, c'est le syndrome psychotraumatique, ou on peut se bagarrer pour se remettre à vivre, mais pas comme avant, puisqu'on a été traumatisé. J'ai spécialement écrit pour cette masterclass des méthodes, des applications pratiques, des travaux sur la résilience, et je vais essayer de les partager avec vous. Comment dépasser un traumatisme? Comment cesser de ruminer son passé en ne pensant qu'à la souffrance traumatique? La pire des violences, c'est la solitude. La neuroimagerie, maintenant, mesure comment un enfant régulièrement insulté provoque des anomalies du corps calleux, c'est-à-dire des fibres qui passent d'un hémisphère à l'autre et qui permettent l'harmonisation des informations. Si vous souhaitez vous réconcilier avec vous-même et avec votre passé, vous pouvez suivre ces masterclass où vous serez en mesure de réorganiser votre vie et de reprendre une nouvelle existence. Je suis Boris Cyrulnik et voici ma masterclass. Je m'appelle Boris Cyrulnik, je suis neuropsychiatre parce que j'ai été diplômé à l'époque où ces deux spécialités étaient encore fusionnées et je consacre beaucoup de mes travaux à réfléchir aux théories de l'attachement et particulièrement à la résilience dont la définition est extrêmement simple, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple et même plus bébête. Mais pourtant, la notion de traumatisme a été difficile à penser. Pendant très longtemps, on a pensé que si quelqu'un était traumatisé, c'est qu'il était puni pour un péché. Quand un soldat rentrait de la guerre, par exemple au Péloponnèse, il était troublé et on disait que c'est parce que quelqu'un lui avait jeté un sort, tellement le monde intérieur, le monde psychique n'était pas pensé. Les soldats de la guerre de 14-18, le concept de syndrome psychotraumatique n'était pas pensé, donc quand ils rentraient avec des troubles neurologiques, des troubles du comportement très intenses, très importants, eh bien, on pensait que c'était des traîtres, on parlait de sinistrose, et on disait qu'ils ne voulaient plus combattre, donc on les punissait. Certains ont été fusillés, d'autres ont reçu des chocs électriques pour les faire repartir au combat. Actuellement,
les techniques modernes rendent observable, surtout avec la neuroimagerie, qu'un choc émotionnel peut complètement empêcher le fonctionnement cérébral. L'émotion est si forte, les substances de l'émotion, le cortisol, les catécholamines, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les deux vedettes, les substances de l'émotion sont sécrétées tellement violemment par un stress émotionnel que le cerveau est sidéré et ne peut plus fonctionner. Depuis qu'on travaille sur le traumatisme et sur la résilience, on est frappé par l'inégalité face au traumatisme. Il y a des gens qui sont gravement blessés après un événement que d'autres considèrent comme banal, et il y a des gens qui traversent des situations effrayantes et en souriant et en s'en remettant très facilement. Donc la résilience a été elle aussi difficile à penser, parce que jusqu'au XXe siècle, on avait une attitude fixiste, une attitude fataliste. Il a été blessé, il est perdu, c'est fini. Il a eu un abandon dans son enfance, c'est fini, il ne pourra jamais s'en remettre. Et cette fatalité a été combattue d'abord par les psychanalystes, René Spitz et Anna Freud, qui ont constaté que on pouvait se remettre à se développer, mais n'ont pas fait d'études. John Bowlby, en 1950, quelques années après, a montré que on pouvait s'en remettre, mais il a eu le tort de parler de carence en soins maternels, alors qu'il aurait dû parler de carence affective. Ce choix des mots lui a été vivement reproché par les féministes qui l'ont beaucoup agressé. Il n'a été réhabilité qu'à la fin de sa vie. Celle qui a déclenché les plus belles réflexions, c'est Amy Werner, une américaine, qui a montré que des enfants sans famille, abandonnés, soumis à la violence physique, sexuelle, 72% 30 ans après étaient, comme on peut le prévoir, fracassés, mais 28% avaient réussi quand même à bien se développer. Donc Michael Rutter, avec qui j'ai eu la chance de travailler, Michael Rutter a dit « Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre ». Et ça a été le point de départ des théories de la résilience. Donc la définition, je la redis, elle est étonnamment logique et facile. C'est la reprise d'un nouveau développement après un événement traumatique. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique. Mais j'ai bien dit, c'est un nouveau développement, c'est pas le retour à l'état antérieur. La plus belle définition que je connais, c'est celle des agriculteurs. Les agriculteurs disent qu'un sol est résilient quand, après une inondation ou un incendie, la vie reprend, mais c'est pas la même qu'avant. En 79, j'ai eu l'occasion d'assister à l'incendie du Cap Sissier, près de Toulon. C'était tragiquement beau, la montagne était rouge, le ciel était noir, la mer était grise de cendres. 3 ans après, il n'y avait plus que des squelettes d'arbres. 3 ans après, les chênes ont poussé, alors qu'avant les pins les empêchaient de pousser. Les cistes ont donné des jolies fleurs. Le petit gibier a réapparu. Les aigles ont recommencé à tournoyer. La vie avait repris, mais c'était plus la vie d'avant. Elle était belle, elle était constructive, elle était différente. Or, on a organisé avec Jacques Petit, aux Ambiers, près de Toulon, un congrès international qui posait les questions un peu comme Amy Werner. Ce congrès a eu lieu en 82, après Amy Werner. Et on montrait que le stress de la mère pouvait franchir la barrière du placenta et stresser le bébé qu'elle portait. On n'avait pas encore les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, la neurobiologie et la neuroimagerie, mais la clinique et les dosages sanguins l'avaient déjà rendu observable. Mais le choix de l'objet de science parle souvent de l'observateur, du scientifique. Le choix de l'objet science est souvent un aveu autobiographique. Et bien sûr, si j'ai choisi de travailler sur la résilience, c'est parce que j'étais motivé par des raisons personnelles au cours de ma propre enfance fracassée par la Seconde Guerre mondiale. En 1993, j'avais organisé à Château-Vallon, à Olioul, près de Toulon, le premier congrès international sur la résilience. On avait invité des chercheurs étrangers
qui nous montrait surtout comment, après les fracas d'une guerre, on pouvait se remettre à se reconstruire psychologiquement. Charles Badoura et Myrna Ganadjé, professeurs à Beyrouth, nous avaient expliqué que les enfants se remettaient à vivre de manière très différente selon la structure de leur milieu. Les enfants libanais à Paris n'avaient pas été traumatisés. Les enfants libanais restés dans des institutions libanaises avaient peu été traumatisés, et les enfants libanais qui étaient restés dans des familles traumatisées en grande souffrance avaient été beaucoup traumatisés. Le devenir du trauma dépendait donc de la structure du milieu familial et socio-culturel. Et après ce congrès, on a donc organisé des groupes de recherche pluridisciplinaires où on associait des psychologues, des biologistes et des sociologues pour essayer de répondre et d'analyser ce problème. J'ai organisé à Paris le premier congrès international mondial où il y a eu 27 pays, et bientôt on chemine vers le 5e congrès mondial qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Or, on s'est rendu compte que le concept de résilience était évaluable à condition de faire des disciplines associées. Il est évaluable en neurobiologie, en neuroimagerie, en théorie de l'affectivité, en psychologie et en psychosociologie. On ne peut pas tout apprendre, on est donc obligé de se mettre en équipe et tenter de répondre à ces questions. Cette manière de raisonner n'est pas du tout la méthode cartésienne que notre culture nous a apprise. Ce n'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet, peut le réparer ou l'aggraver. Donc, dans ce nouveau mode de raisonnement, il faut raisonner en écosystème et il ne faut plus chercher qui est coupable. Si c'est parce que le bouc émissaire aggrave la souffrance, ne fait qu'ajouter du malheur au malheur. Il ne faut plus chercher la punition ou l'abandon. Il est sûr qu'un enfant ou un adulte abandonné ne pourra pas déclencher un processus de résilience. Il faut tenter 3 schémas, avant, pendant, après. Avant, évaluer les facteurs de protection ou les facteurs de vulnérabilité acquis avant le trauma. Pendant, analyser la structure du trauma. Les traumas naturels provoquent moins de syndromes psychotraumatiques que les traumas culturels parce qu'il y a des relations humaines, l'intention d'un autre homme de me détruire. Et après le trauma, les 2 mots-clés de la résilience, c'est le soutien et le sens. Un blessé non soutenu n'a très peu de chances de s'en remettre. Donc voilà, maintenant, le concept de résilience est posé. Il ne reste plus qu'à nous donner 14 rendez-vous pour tenter de répondre à ces questions.